Merci, Madame la Présidente de la session. Je tiens à remercier l'association MG11 d'avoir pensé à l'enfant, nous avoir associés à ce congrès et d'avoir choisi des termes aussi pertinents qui nous intéressent aussi, nous aussi. Hein. Donc, et là, j'aimerais bien partager avec vous un sujet qui me tient à cœur, c'est le cancer de l'enfant. Comment et quand y penser? Et qui dit cancer de l'enfant dit un adulte de demain. Donc, qui dit cancer de l'enfant dit l'espoir de la guérison. Et donc, quand on parle du cancer de l'enfant, il y a plusieurs questions qui se posent, aussi bien chez les médecins que chez les parents que dans la population civile. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des étiologies? Pourquoi le cancer de l'enfant? Est-ce qu'il est héréditaire? Comment le prévenir? Quels sont les premiers signes? Quel est l'organe le plus touché? Et quel est le cancer le plus fréquent chez l'enfant? Et ces cancers, est-ce que ce sont les mêmes que ceux qu'on entend chez les adultes? Et puis, est-ce qu'ils sont curables? Et même s'ils sont curables, est-ce qu'il y aura des séquelles par la suite? Et donc, toutes ces questions, généralement, à chaque fois qu'on en parle, qu'on est dans une situation familiale, ou avec des amis, ou avec les parents, quand on lance le diagnostic, c'est les premières questions auxquelles on doit répondre, systématiquement, aussi bien aux parents qu'aux collègues. Et donc, c'est quoi cancer? Le terme de cancer, tout d'abord, il provient d'un terme grec, c'est karkinos. Qui dit karkinos dit crabe. Ce sont des tumeurs malignes caractérisées par une prolifération anarchique d'un clan cellulaire qui va détruire le tissu d'origine et qui va même essaimer à distance donnant des métastases. Et ainsi, il va conduire au décès en l'absence du traitement. Le mot cancer fait peur, et surtout lorsqu'il touche l'enfant. Ça évoque l'injustice, la souffrance, la douleur et la mort. Ça évoque aussi la perturbation de tous les projets, tout particulièrement les projets d'avenir. C'est toute la vie de l'être humain qui est compromis. Mais aussi, même si on dit qu'il est curable, qu'en est-il par rapport aux effets secondaires des traitements? Les conséquences familiales, qui dit enfant, dit maman, dit papa, mais dit aussi la fratrie, qui sera délaissée au profit d'un enfant pour l'accompagner. Et puis les séquelles à long terme. On veut un adulte, mais on ne veut pas un adulte guéri, on veut un adulte sain, capable d'être lui aussi, de mener sa vie normale. Et puis, le regard de la société. Généralement, tous, quand on entend le terme cancer, aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant, on dit « miskin ». C'est la première phrase, n'est-ce pas? Et puis, le regard, le schéma corporel. Cet enfant qui se voit en train, normalement, doit être joué, doit être à l'école, doit être avec ses amis, qui doit interrompre sa scolarité. Il va perdre ses cheveux. Certains, ils ont la peau qui devient brune. Il va perdre ses sourcils. Alors, qu'en est-il? Donc, la perturbation de l'image de soi. Et donc, qui dit cancer, pas que le traitement, mais la prise en charge globale, sociale, psychique et morale de cet enfant. Le cancer de l'enfant, c'est un cancer qui est rare, mais il est très différent de celui de l'adulte. Et puis, il est caractérisé par une particularité. C'est un long chemin du diagnostic au traitement. Vous devez savoir, par exemple, la leucémie, c'est le cancer le plus fréquent chez nous. Alors, on a 3 ans de traitement. 3 ans, il va recevoir de la chimiothérapie. C'est-à-dire, si on diagnostique un enfant au CP, on lui demande d'interrompre sa scolarité à l'âge de 6 ans, ben, il va recevoir le traitement jusqu'à l'âge de 9 ans. Et la question, est-ce qu'il va reprendre sa scolarité à l'âge de 10 ans? D'où la nécessité d'une prise en charge, aussi bien de l'enfant que ses parents. Sur le plan épidémiologique, le cancer de l'enfant, c'est vrai qu'il est rare, il représente 1 à 4% de tous les cancers de l'humanité, mais quand même, s'il est rare, ça reste quand même des chiffres frappants. C'est 10 à 15 enfants pour 100 000 chaque année. Et en Europe, aux États-Unis, un enfant sur 450 développe un cancer avant l'âge de 15 ans. Et chaque année, au monde, on estime que le nombre de nouveaux cas, c'est 250 000 enfants. Et donc, un adulte sur 700 est guéri de cancer. Donc, si vous êtes dans une réunion, il y a 700, il y a un qui est déjà guéri de son cancer à l'enfance. Et puis, ça reste, avec tous les progrès thérapeutiques, avec taux de succès très élevés, la deuxième cause de mortalité maintenant dans les pays développés. Bien sûr, dans les pays sous-développés, notre première cause de mortalité chez nous, c'est les maladies infectieuses. Au Maroc, chaque année, on enregistre 1000 nouveaux cas d'enfants âgés de moins de 15 ans. Et si on attend la pédiatrie jusqu'à 18 ans, c'est 1200 nouveaux cas chaque année. Et selon le registre du cancer de Rabat, le cancer de l'enfant avant 15 ans représente 2,1% de l'ensemble des cancers au Maroc, avec une incidence brute, selon le registre de Grand Casablanca, de 11,1 pour 100 000 enfants. Et à Fès, chaque année, on a 120 à 140 nouveaux cas, c'est-à-dire chaque mois 10 nouveaux cas, chaque semaine 2 à 3 nouveaux malades. Il s'agit de près de la moitié des cas d'hémopathie maligne.
Les cancers de l'enfant sont très différents de l'adulte par la localisation, par l'histologie, par l'évolution, par la sensibilité au traitement et par le terrain. Pourquoi? Parce que c'est un cancer qui ne survient pas chez un adulte en miniature. Ça survient sur un organisme en plein développement, des organes en pleine croissance, une croissance staturopondérale, un développement psychomoteur, un développement pubertaire, intellectuel. En fait, c'est pour ça que ça perturbe aussi bien la croissance, le développement que l'organisme. Et puis, il y a le terrain sous-jacent. C'est des enfants qui n'ont pas eu le temps d'être exposés aux différents agents qui prédisposent au cancer comme l'adulte. Et puis, c'est des enfants qui tolèrent très, très bien le traitement. En prenant de la chimiothérapie, c'est des enfants qui sont en train de faire de coloriage, de jouer, de colorier. Ils gardent toujours la joie de vivre. Et dans les pays développés, 60-90% des cancers sont guérissables si pris en charge adéquate et précoce. Et là, je souligne l'intérêt du diagnostic précoce. Le cancer de l'enfant touche tous les organes. Il y a le leucémie, ça touche le sang, ça touche les ganglions, ça touche les tissus cérébraux, mais ça touche tout l'organisme. L'os, l'œil, le foie, les reins, les glandes surrénales, les gonades. Donc, tout le corps de l'enfant peut être touché par cancer. Avec une fréquence d'environ la moitié des cas, c'est des leucémies et des lymphomes, sont suivis par les tumeurs cérébrales dans 20 à 30%. Puis, il y a les différentes tumeurs osseuses. Il y a aussi les tumeurs embryonnaires, les néphroblastomes, les neuroblastomes et les rétinoblastomes. Cette fréquence, elle varie en fonction de l'âge. Alors, lorsqu'on a des enfants inférieurs à 5 ans, les cancers les plus fréquents auxquels on pense le premier, c'est les leucémies et c'est les tumeurs embryonnaires et c'est les tumeurs cérébrales. Entre 5 et 15 ans, les tumeurs embryonnaires disparaissent pour laisser leur place en lymphome à côté de leucémie et tumeurs cérébrales. Et à partir de 15 ans, on commence un peu à entrer dans le chapitre adulte. Et donc, à côté des leucémies et lymphomes, il y a les sarcomes, il y a des carcinomes. Je souligne cette histoire des sarcomes et carcinomes parce qu'ils sont quand même de mauvais pronostics. Ils ne répondent pas bien à la chimiothérapie. Et là, en pédiatrie, il y a le concept ce qu'on appelle AYA, en anglais, Adolescent and Young Adults, ou bien en français, les adolescents et jeunes adultes. C'est-à-dire la tranche d'âge entre 14 et 18 ans. C'est une tranche d'âge particulière parce qu'elle chevauche entre l'enfant et l'adulte avec une sensibilité particulière au traitement. Les organes cibles du cancer de l'enfant sont très différents de l'adulte. On a l'habitude, on vient de passer l'octobre rose, n'est-ce pas? Et puis, il y a la sensibilisation, cancer du sein, des ovaires, de prostate, l'utérus, les poumons, la peau, le tube digestif. Et bien, chez l'enfant, c'est pas ça. Chez l'enfant, c'est la leucémie, c'est les tumeurs du système nerveux central, c'est les neuroblastomes, c'est les néphroblastomes, c'est les tumeurs osseuses, les rhabdomyosarcomes et les rétinoblastomes. En plus, ils sont très différents dans l'évolution. Les cancers de l'enfant, ils sont caractérisés par un développement très rapide. C'est des patients urgents, avec une forte proportion de cellules en division et une grande sensibilité au traitement. Ça nécessite une stratégie thérapeutique spécifique et particulière. Pourquoi? Parce que les cancers de l'enfant sont de haut grade de malignité, avec des doublements rapides. Et de ceci, tout cancer de l'enfant, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Et pour cela, nous, quand on a le diagnostic des cancers de l'enfant, le délai, on ne donne pas « venez dans un mois ou dans 2 semaines ». C'est rapide. Le délai vraiment de consultation et de prise en charge doit être le plus rapidement possible. Alors là, c'est des photos qui montrent la particularité du cancer de l'enfant. Regardez, c'est un enfant, quand vous voyez en pointillé, c'est un néphroblastome. Après 5 jours, regardez la masse, comment elle a doublé de taille. Alors, ce même patient, il avait des métastases. Une fois, on a démarré le traitement. Après 6 semaines, regardez les métastases au niveau du poumon droit et du poumon gauche qui ont disparu. Alors, c'est une jeune fille qui était atteinte d'un lymphome de Burkitt avec localisation orbitaire. Après 3 mois, disparition totale des lésions et reprise de sa beauté. Alors là, c'est le petit neuroblastome métastatique. Au bout de 9 semaines, disparition de l'exophtalmie et des métastases frontales. Vous voyez, c'est des patients qui évoluent rapidement, mais qui régressent rapidement s'ils sont pris en charge précocement. Là aussi, c'est une jeune fille, je m'en souviens, on a reçu cette fille à l'ère de Covid, avec la pandémie Covid, et on nous adresse pour cette lésion cutanée. Et c'était en fait une leucémie avec atteinte cutanée. Après 5 semaines, regardez, elle reprend son sourire avec disparition des lésions. Et là, c'est un des patients qu'on continue à suivre. C'est un patient qui avait une leucémie aiguë myéloïde diagnostiquée suite à une paralysie faciale. Et là, je souligne, les paralysies faciales chez l'enfant, la dernière chose qu'on pense, c'est la paralysie africorie. Jamais donner de corticoïdes. Quand vous avez une paralysie, pensez au cancer. C'est la première cause chez l'enfant. Ce n'est pas comme chez l'adulte. Alors lui, pourquoi j'insiste? Parce qu'il avait 8 médecins. Il avait vu 3 enseignants. Et puis, c'est le dernier médecin, suite
parce que s'il a présenté des troubles de la marche avec signe de compression médulaire, c'est là qu'on pense à une tumeur. Et effectivement, il avait une deuxième localisation, il était admis avec compression médulaire, retention aiguë d'urine, incontinence anale, et en 4 semaines, tout est disparu. Il a repris sa marche, il a repris sa continence et il a repris son sourire. Donc, alors si c'est urgent et c'est rapide, quelle est l'étiologie chez l'enfant? Eh bien, chez l'enfant, il n'y a pas de cause identifiée. Il n'est pas lié à l'exposition aux toxiques comme l'adulte. Il n'y a pas d'impact de l'environnement, sauf dans quelques cas dont on va parler, il y a la prédisposition des terrains, et ça, c'est l'intérêt de le connaître chez tout médecin, omnipraticien ou pédiatre. Quand je vois cet enfant et je trouve ces signes, c'est un malade, je dois sensibiliser le patient, je dois le suivre régulièrement, au moins 2 fois par an, pour dépister, mais c'est rare. Donc, aucun facteur clairement documenté, et là, pas de nécessité de bilan dans la fratrie, pas d'hérédité évidente. Alors, vous devez savoir que 90% des cancers de l'enfant sont sporadiques, sans étiologie. Alors, et puis, il y a aussi les variations étiologiques. Alors, au Nigeria, c'est la plus grande incidence de cancer, 170 nouveaux cas par million. Et en Inde, c'est la plus faible, c'est 50 par 1 million d'enfants. Il y a la variation aussi géographique. En Inde, au Nigeria, c'est essentiellement le rétinoblastom. Et là, je ouvre une parenthèse, c'est le seul cancer qui est héréditaire. Et donc là, ça souligne le mariage consanguin. Au Japon, c'est les tumeurs de la glande pinéale. En Europe de l'Ouest et aux États-Unis, c'est essentiellement les néphroblastomes et les neuroblastomes. En Afrique de l'Ouest, c'est les lymphomes de Burkitt. Et au Maroc, c'est les leucémies, les lymphomes et les tumeurs du système nerveux central. On parle actuellement de plusieurs facteurs. On dit, est-ce que ça prédispose ou non? Eh bien, je vous dis, ce n'est pas encore confirmé. L'impact de l'irradiation diagnostique, les radios, les scanners, les pesticides, les lignes haute tension, le tabagisme passif, la pollution atmosphérique, les téléphones portables, ça a été étudié, mais malheureusement, heureusement ou malheureusement, la différence n'est pas significative et donc on n'arrive pas à trancher. Aussi, les agents infectieux, là, eux, ils sont incriminés dans la pathogénèse, mais plutôt dans la survenue à un âge plus précoce, dans le Hodgkin. Dans l'Afrique, le Hodgkin survient à un âge plus précoce. On voit des enfants 6, 7, 8, 9 ans. Alors qu'en Europe, c'est 15, 18 ans. C'est la pathologie du jeune adulte et adolescent. Les cancers du cavum et lymphome de Hodgkin. Le VIH, il faut y penser parce que ça donne le sarcome de Kaposi, mais ça donne aussi les lymphomes. L'hépatite B, responsable des hépatocarcinomes, d'où l'intérêt de vérifier toujours le carnet de vaccination. Et maintenant, je souligne le papillomavirus et l'intérêt de la vaccination pour prévenir les cancers du col. Alors là, les facteurs qui favorisent et qui sont rares, c'est les maladies génétiques, le trisomie 21. Tout patient trisomique 21, il est à risque de développer cancer 15 à 20 fois plus qu'un enfant normal. Les neurofibromatoses de type 1 risquent de développer les tumeurs cérébrales ou bien les sarcomes. Alors, le rétinoblastome, on a dit, c'est le seul cancer héréditaire et c'est le seul où on fait le dépistage dans la fratrie. Quand on diagnostique un enfant, on ramène toute la fratrie et on les garde sous surveillance. Alors, les syndromes génétiques, le syndrome de Li-Fraumeni, c'est un syndrome qui est caractérisé par une mutation du P53, c'est un gène suppresseur de tumeurs. Et donc, c'est des patients, là, c'est l'intérêt de l'interrogatoire. Vous allez trouver dans la famille notion de tumeurs cérébrales, de cancer du sein, de tumeurs osseuses. Et donc, ça, déjà, on dit, tiens, il y a quelque chose, et on cherche cette mutation, et c'est du prédisposé à faire des cancers. Et puis, il y a le syndrome de Bickwith-Whitman, le syndrome de fragilité chromosomique, le xéroderma pigmentosum, le syndrome d'ataxie-thanangioectasie. Et là, tous les médecins traitants de ces pathologies, ils savent très bien que c'est des patients qui peuvent développer un cancer, la sclérose tubereuse de Bourneville et la polypose. Et puis, les syndromes polymalformatifs, la cryptorchidie. D'où l'intérêt, quand vous recevez l'enfant toujours déshabillé, cherchez la cryptorchidie, il faut la traiter rapidement parce qu'une fois les testicules sont intra-abdominales, ils sont mis à la chaleur de l'abdomen, ils dégénèrent et ça donne un risque de cancer dans 40 à 50 fois le risque de tumeur germinale. Il y a aussi l'anéridie et l'hémihypertrophie corporelle. Quand vous trouvez un enfant comme ça, surveillez-le tous les 6 mois par des échographies abdominales parce qu'il risque de développer un néphroblastome. Donc l'approche diagnostique est basée sur un interrogatoire détaillé, un examen minutieux et un bilan orienté. Alors, les manifestations sont très variables en fonction de l'âge. Un nouveau-né et un nourrisson ne sait pas parler. Il peut juste pleurer. Le type de cancer est surtout son siège. On peut avoir une batterie, on peut avoir une exophthalmie, on peut avoir des troubles d'équilibre, on peut avoir une masse abdominale, on peut avoir une hématurie dans le cadre, par exemple, d'une tumeur du rein.
Et bien sûr, il faut noter que ce parfum, et le plus souvent, c'est des symptômes non spécifiques. L'enfant peut consulter juste parce qu'il est maman, trouve qu'il est fatigué, parce qu'il a douleur, il n'arrive pas à identifier où, parce qu'il a il tombe fréquemment, des pleurs, la fièvre et une adénopathie. S'agit-il d'une adénopathie infectieuse, d'une tuberculose ou d'un cancer? Et puis, le retentissement dit ne mange pas comme avant. Il ne joue pas. Il ne joue pas comme un enfant, je m'inquiète. Il ne joue pas avec ses cousins. Il ne dort pas bien. Il commence à maigrir. Pourtant, il mange bien. Chaque fois qu'on a ça, on examine. Si on élimine les pathologies standards, il faut penser aussi au cancer. Le cancer de l'enfant, c'est une histoire naturelle qui est très courte, très rapide, d'où l'intérêt des diagnostics précoces. Et donc, c'est un préalable incontournable de la place du médecin de proximité. Et le médecin de proximité, le premier, c'est l'omnipraticien et le médecin de famille qui, vraiment, à chaque fois qu'il y pense, il doit demander un bilan et l'adresser rapidement au centre de référence. Pensez à la possibilité d'un cancer à chaque fois qu'on a une anomalie d'apparition récente, persistante et qu'on n'arrive pas à expliquer. Il faut toujours écouter avec attention aux parents, il faut les croire. Un parent inquiet, ne dites pas c'est une maman hyper angoissée. Il vaut mieux par excès que je demande un bilan que par défaut. Il faut examiner l'enfant nu. L'enfant nu, c'est important parce que les organes génitaux, parfois, les parents ne font pas attention ou pour eux, c'est juste hima ou là, un truc qui est standard. Alors, il faut discuter avec les parents du début de l'évolution de la maladie, les signes associés. Alors, est-ce qu'il a bénéficié d'un traitement et d'exploration et chercher la prise de corticothérapie? Attention, attention, attention à la corticothérapie chez l'enfant, parce que ça décapite le cancer et ça peut évoluer à bas bruit et puis ça va devenir de mauvais pronostics. Il faut se chercher la consanguinité, la notion des cancers familiaux et toujours chercher les malformations associées. Devant toute asthénie et pâleur, avant de traiter, dire c'est l'anémie carencienne, c'est la plus fréquente, demandez un bilan et vérifiez la formule blanche. La palpation de l'abdomen suspect, ne pas hésiter à demander une échographie. Ne dites pas que c'est juste une simple, peut-être constipation, ou la maman vous dit toujours non comme ça. Douleur osseuse localisée persistante. Faire une radiographie comparative du membre. Adénopathie localisée, persistante, indolore, faites une échographie et discutez la biopsie, mais toujours l'adénopathie après avoir fait une NFS, un hémogramme, parce que si l'hémogramme c'est pathologique, j'ai pas besoin, c'est une leucémie, j'ai pas besoin de biopsie l'adénopathie. Une leucocorie, pensez à retinoblastome et on me voit le chez l'ophtalmo parce que le diagnostic se base uniquement sur l'examen ophtalmologique. Devant toute sèche, et wheezing. Ne démarrez pas le traitement de l'asthme avant de demander une radio de poumon, parce que peut-être c'est une masse médiastinale. Alors, devant une invagination intestinale aiguë, au-delà de 2 ans, c'est un lymphome jusqu'à preuve du contraire, parce que l'âge de l'invagination, c'est avant 2 ans. Devant une hypertrophie amygdalienne asymétrique, ou une asymétrie récente de la face, pensez au lymphome de Burkitt. Devant de douleurs osseuses fixes qui réveillent la nuit ou articulaires diffuses, demandez un bilan, pensez au neuroblastome métastasique ou leucémie avant de traiter le patient par du corticoïde. Et là, professeur Osmani, pas mal de fois, n'est-ce pas, on a eu des RAA qui étaient traités pour RAA et c'était des neuroblastomes ou des leucémies. Alors, l'hypoacousie unilatérale. Lorsque l'enfant parle d'une dysphagie ou voix nasonnée, pensez au cancer du phacocavom, ça existe chez l'enfant. Et le premier signe, c'est la voix nasonnée ou l'hypoacousie. Alors, baisse brutale d'acuité visuelle, fièvre, sueur, impotence fonctionnelle, attitude antalgique, masse d'apparition récente, examinée et bilantée. Toujours regarder le carnet de santé, la courbe de croissance. Un enfant qui a une croissance bien, puis une cassure de la courbe de la taille, pensez tumeur cérébrale. Ça peut être le seul signe d'une tumeur cérébrale qui évolue à bas bruit. Et je répète, écoutez l'enfant et les parents. S'ils ne sont pas tranquilles, s'ils ne sont pas bien, eh bien, il faut les croire. Alors, regardez dans ces photos, toujours cherchez l'adénopathie, l'hépatosplémégalie. On ne veut pas recevoir les enfants comme ça à ce stade parce que quand même, c'est un stade qui est trop avancé. Les testicules augmentés, déshabiller l'enfant. Alors là, vous voyez la vulve avec la masse. Croyez-moi, on reçoit l'enfant comme ça et la maman ne se rendait même pas compte. Elle changeait la couche. C'était une fille de 3 ans qui mettait les couches. C'était pas normal qu'elle ne voyait pas ça. Et c'était au moment qu'elle consulte pourquoi une rétention aiguë d'urine. Elle ne parle pas d'une masse de la vulve. Pourquoi? Parce qu'elles vivent dans la campagne et pour elle, c'est hib, c'est chouma, c'est tabou. Elle ne voulait pas parler. On enlève la couche et on tombe sur le diagnostic. C'est un rhabdomyosarcome accouché par le vagin. Donc, cherchez aussi les signes de puberté précoce. Attention aux tumeurs surrénaliennes. Les paralysies faciales, on en vient d'en parler.
parler, toujours, qui dit paralysie faciale, cherchez le cancer. Avant de parler de paralysie a priori, un déficit moteur, la leucocorie sur la première photo, l'exophthalmie, l'énophthalmie, les nodules sous-cutanés. Ces nodules-là, ce n'est pas des angiomes, c'est des métastases de leucémie, l'hypertrophie gingivale. Toujours, quand vous recevez un nourrisson, enlevez la couche, regardez le pli interfécé. Si c'est un pli interfécé qui est effacé, cherchez par échographie une tumeur germinale maligne. Et puis là aussi, chez le nouveau-né, le cancer existe. Je m'en souviens, cet enfant-là, j'étais contactée par un collègue un samedi à H1, à la salle d'accouchement, il prend une photo et me dit c'est quoi? C'était une leucémie. Donc, sans parler de l'évidence, ça c'est très évident, quand dans la masse, ça, le diagnostic de la porte vous dit « je suis un cancer ». Donc souvent, mais souvent, c'est des patients asymptomatiques, c'est des enfants qui ne parlent pas, qui ne manifestent pas. C'est une histoire banale de quelques jours, de quelques semaines. N'entendez pas comme l'adulte l'altération de l'état général. Le plus souvent, ils sont bien portants au diagnostic précoce. Dès que vous une phrase, un gros ventre, faites une échographie. On ne perd rien. Une constipation en dysurie, vous demandez avant. Il était constipé, non. Demandez une échographie. Le traumatisme au football. La dernière patiente qu'on reçoit maintenant, l'a admise hier, mardi, c'était une chute de la bicyclette. Elle fait la fracture. C'était quand même un traumatisme disproportionné. Et bien, la radio, c'était une tumeur de l'os. Alors, toujours, on vérifie l'âge de l'enfant et à côté, on se demande la taille de la masse, l'état général, la conscience, la localisation, l'évolution, l'inflammation et puis les signes associés. Si ça sort d'un truc syndromique, pathologique, pathologie infectieuse qu'on connaît ou bien autre, et bien, pensez au cancer. Alors, toute tumeur superficielle, surtout au pourtour ou faisant issue d'une cavité anatomique naturelle, elle est suspecte. Réagir devant un gros testicule, ne dites pas c'est normal. On fait une échographie, on demande alpha-fetoprotéine bêta-CG. Il vaut mieux en excès que par défaut. Une protrusion oculaire, un reflet pupillaire anormal, un strabisme, un enfant, un nourrisson qui n'avait pas de strabisme, qui le développe, eh bien, c'est un cancer jusqu'à preuve du contraire. Recherchez derrière des vomissements persistants, une hypertension intracrânienne, des douleurs osseuses inexpliquées. Ne dites pas ces douleurs de croissance. Bilantez avant. Les douleurs de croissance, c'est un diagnostic d'élimination. Une hématurie, ne dites pas que c'est juste une infection urinaire. Faites une échographie rénale. Des métroragies, ce n'est pas normal chez la fille. Faites une échographie. Alors, pour la confirmation, c'est simple. Elle est orientée par la clinique. Il faut être le moins agressif possible. Des examens biologiques, radiographie et échographie, le plus souvent, ça permet d'évoquer les diagnostics. Et une fois on trouve, ce n'est pas la peine de s'aventurer avec l'enfant. L'idéal, c'est l'adresser au centre de référence. Pourquoi? Parce qu'il faut faire rapide. Parce que parfois, méfiez-vous, l'anapathe qui prend 20 jours, le scanner qui prend 20 jours. Et on se retrouve avec 1 mois et demi et le malade peut passer du stade 1-2 au stade 4 rapidement. Alors, la NFS, faites toujours attention aux globules blancs. Vous pouvez avoir là, si elle est pathologique, toute la NFS, elle est frappante. Mais si tout est normal, vérifiez est-ce qu'il n'y a pas une inversion de la formule. Il y a plus de lymphocytes que de PNN. J'ai demandé au frottis la recherche de blast. Alors, toute anémie normochrome normocytaire arégénérative, bien sûr, en dehors de contexte d'hypothyroïdie, d'insuffisance rénale, pensez au cancer. Toute thrombopénie, cherchez les places. Ne démarrez pas rapidement la corticothérapie. Si vous voulez, corticothérapie, il faut faire 1000 grammes. Alors, les marqueurs tumoraux. Alors, lorsque je pense à une masse rénale ou surrénalienne, surtout le neuroblastome, je demande les catécholamines urinaires. Et puis, lorsque je pense à une masse autre, comme tumeur germinale, c'est l'alpha-fetoprotéine bêta-CG, vous avez la réponse le matin même, en 2-3 heures. Alors, à chaque fois que je demande radio-paiement, je ne cherche pas que l'infection. Vous voyez le médiastin, là c'est beaucoup, mais parfois c'est juste un petit élargissement du médiastin. Cherchez une pleurésie, cherchez des masses, cherchez des nodules pulmonaires. Alors, lorsqu'on a une éteinte osseuse, ne demandez pas que la radio de face, regardez cet ostéosarcome, on voit la lésion, mais regardez sur le profil. La lésion est beaucoup plus évidente, on voit l'image en feu d'herbe, on voit l'ostéolyse, l'ostéocondensation, donc le diagnostic noir sur blanc, aussi bien sur l'image de l'ostéosarcome que du sarcome démique. N'oubliez pas la radio de profil. L'échographie, à chaque fois que je trouve un épaississement digestif, attention au lymphome de Burkitt. À chaque fois que je trouve une masse rénale chez l'enfant, attention au néphroblastome. Et je ne dois pas l'adresser chez le chirurgien parce que la chimiothérapie première. Alors là, au scanner aussi, toute masse rénale, regardez là, lorsque je trouve une masse avec persistance d'un petit parenchyme rénal qu'on se prend, c'est un néphroblastome et néphroblastome, on biopsie jamais. Attention, ça les fait passer directement au stade 3 qui nécessite la radiothérapie, mauvais pronostic. Les néphroblastomes, c'est un diagnostic clinique et imagerie comme le rétinoblastome. Alors, lorsqu'on a un suspect d'un hépatoblastome, demandez l'alpha-fetoprotéine. Et puis, alors, lorsqu'on a une exophthalmie, leucocorie, strabisme, pensez au rétinoblastome. Alors, les lymphomes de Burkitt,
burkites, ils peuvent siéger partout. On peut avoir une masse digestive. Alors, le neuroblastome, c'est la masse surrénalienne. Et puis, à chaque fois que j'ai du trouble de la marche, des chutes, des troubles d'équilibre, cassure de la courbe de la taille, demandez d'emblée l'IRM cérébral parce que ça peut être un épendymome, un astrocytome ou un gliome. Alors, la cytologie, elle a une place aussi. C'est dans la moelle osseuse. Quand je trouve une numération qui ne m'inquiète ou je suspecte une leucémie, 1 mg est capable de poser le diagnostic grâce à la cytologie. Et puis, si c'est une leucémie, je veux compléter par la suite par l'immunophénotypage et voir parfois, c'est rare, mais la biopsie ostéomédulaire. Alors, pour les masses, on ne fait plus l'exérèse chirurgicale d'emblée, on ne fait plus le biopsie chirurgicale. Vous devez savoir que 99%, on fait juste les cytoponctions ou les biopsies à l'aiguille fine. Moins invasif, rapide, pas de cicatrice, pas de post-op, et puis on a les résultats. Donc maintenant, la médecine en oncologie s'est développée chez l'enfant, on se base beaucoup plus sur les cytoponctions. Alors, puis les autres moyens, c'est l'histopathologie, c'est la génétique, c'est la cytogénétique, c'est la biologie moléculaire, mais ça dépend du type histologique et dans certains, ça donne un grand intérêt pour orienter le protocole. Donc, il y a de nombreux types de cancers et plusieurs tumeurs, variété du tableau clinique, mais le rareté de chaque type avec différents stades, d'où l'intérêt des études coopératives, d'une collaboration multidisciplinaire. Et à chaque fois que je pense à un cancer, oui, j'ai presque terminé. Merci à vous. Alors, il faut penser à l'adresser au centre de référence. Alors, le traitement chez l'enfant, c'est une panoplie de traitements qui dépend du siège, du stade et type de cancer. Il y a la chimiothérapie, il y a aussi la radiothérapie, il y a la chirurgie, la biothérapie, le soin de support et la greffe des cellules souches hématopoïétiques. Et là, entre parenthèses, vous devez savoir que maintenant, la greffe des cellules souches hématopoïétiques chez l'enfant, elle se fait au Maroc. On n'adresse plus les patients à l'étranger. Donc, la chimiothérapie, c'est l'arme thérapeutique essentielle. Avant, on pensait avoir un adulte sain. Maintenant, moins de séquelles. Maintenant, les études, c'est qu'on est en train de réduire la toxicité de chimiothérapie, mais tout en gardant une bonne réponse thérapeutique. La chirurgie, elle n'est plus mutilante, je viens d'en parler, et c'est généralement chez l'enfant, c'est systématique après la chirurgie pour être le moins invasif. La radiothérapie, maintenant, grâce aux nouvelles techniques, on a réduit les doses, on a réduit les champs avec moins de toxicité. La greffe des cellules souches hématopoïétiques, l'allogreffe, l'autogreffe a résolu le problème de plusieurs cancers résistants et elle est disponible au Maroc. Et puis maintenant, on commence à utiliser la thérapie ciblée. Ce sont des médicaments, c'est des anticorps monoclonaux qui ciblent certains anticorps dans la tumeur. Il n'y a pas d'effet secondaire, ça ce qui est bien. C'est vrai qu'elle est trop chère, mais c'est une thérapie innovante, séduisante et fascinante. Voilà. Et puis, à côté, lorsqu'on traite, il y a un pilier important, c'est les soins de support. Vous devez savoir que 50% des causes de décès, ce n'est pas le cancer, c'est la complication, c'est la déshydratation, c'est les troubles ioniques, c'est l'infection. Vous devez savoir, l'herpès, une herpès tue. Une grippe tue un enfant atteint de cancer. Donc, c'est des malades qu'on prend vraiment en hospitalier. Un enfant ne doit pas souffrir. Alors, tous les gestes se font sous sédation et même une mucite qui est l'équivalent des aftes dans la bouche, on les met sous morphine. La transfusion, le traitement de syndrome de l'issue morale et les facteurs de croissance et la nutrition. Un enfant dénutri peut mourir juste à cause de sa nutrition, de dénutrition au lieu du cancer. L'objectif, c'est avoir un enfant au cours du soin, pas comme la première photo, mais comme la deuxième photo. Alors, par rapport à la réponse thérapeutique, 30% des cancers de l'enfant, leur survie, elle dépasse les 90%. Et ça, c'est dans les années 2000. Maintenant, ils atteignent 96 à 98%. Et c'est essentiellement les néphroblastomes et les lymphomes. Alors, puis 30%, on parle d'une survie qui n'est pas trop satisfaisante par rapport à l'enfant, parce qu'il atteint 60 à 75%, c'est les sarcomes. Alors là, ça atteint quand même le type adulte. Et maintenant, les études, il atteint même les 86%. Et tout ceci souligne une seule chose, l'intérêt du diagnostic précoce, l'intérêt du premier médecin qui voit la famille. La particularité pédiatrique, c'est vrai qu'on soigne un cancer, mais on soigne un être en développement physique, psychique, intellectuel, social et affectif. Et puis, le cancer, il atteint, en plus du corps, l'esprit et la vie de l'enfant. L'hôpital n'est plus seulement un lieu de soins, de souffrance et d'angoisse. Maintenant, c'est des journées rythmées, de temps de soins,
mais des jeux. On s'intéresse de plus en plus aux jeux, de rire, d'éveil, d'éducation et de recherche d'autonomie. Et d'ici, je remercie les bénévoles de la Fondation Lalla Salma qui passent chaque jour pour faire de l'animation, de l'ambiance et aussi pour aider les enfants qui continuent à étudier. J'ai dit interrompre les études 3 ans. Maintenant, de plus en plus, les parents ne veulent pas. Alors, on donne cette possibilité, travailler à la maison et les autorise à passer les examens. Vous devez savoir, il y a des brillants. La dernière, c'était une des filles qui a eu 18 en bac en recevant la chimiothérapie. Cette année, une qui a passé la 9e brevet, elle était à 0 PNN. Elle a passé, elle a eu 9 de moyenne générale. Donc, rien, tabarakallah, ils sont pleins d'énergie, rien ne les empêche. S'ils veulent progresser, on les aide. S'ils ne veulent pas, on les motive pour progresser. D'où la nécessité d'une équipe multidisciplinaire. Et le cancer, ce n'est pas que le médecin, l'infirmier, l'aide-soignant, les kinésithérapeutes, les psychologues, les assistants sociaux, les secrétaires, l'instituteur, l'éducateur, les bénévoles et les maisons des parents. C'est un tout pour rendre agréable toutes ces périodes de soins et pour ne pas avoir d'impact psychologique. Et entre parenthèses, nous avons maintenant à la fac de médecine de Fès des étudiants traités de cancer. Nous avons 3. À l'ESCAE, en 3e année, on a une. On a 2 autres qui sont devenus des ingénieurs d'État. Il y en a une qui est devenue juge en France et qui sont toutes été traitées dans notre service. Donc, il faut un travail d'équipe, un soutien, une autre aide, une collaboration étroite avec tous les médecins. Et quand je dis tous les médecins, c'est pédiatres, généralistes, ORL, ophtalmo, neurochirurgien, biologiste, radiologue, immunologiste, radiothérapeute, biologiste, anatomopathologue. Je vois tout le monde et entoure cet enfant pour que tout se passe dans les normes et pour qu'on ait le maximum de chances de guérison. C'est des services qui doivent être au profit de ces enfants, hautement techniques, dans lesquels la relation humaine prenne toute son importance. Donc, en conclusion, les cancers de l'enfant sont rares et différents des cancers de l'adulte. Prédominance des tumeurs embryonnaires qui sont caractérisées par un haut grade de malignité, mais de l'intérêt de l'urgence du diagnostic, mais la multidisciplinarité maintenant et le travail d'équipe a permis de le rendre curable grâce au diagnostic précoce. Et n'oubliez pas le rôle incontournable du médecin de proximité dans le diagnostic précoce, dans l'orientation adéquate et aussi maintenant dans la surveillance tumorale. Il y a des médecins omnipraticiens avec lesquels on collabore dans les autres villes pour le suivi. Et même quand le malade il a de la fièvre, c'est urgent, il le voit, il nous contacte, on lui dicte la première conduite avant de nous l'envoyer. Et voilà, merci pour votre attention. Merci, cher professeur, pour votre pertinente présentation. Tabarakallah alik, vous avez tout dit. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est clair. Ou c'était pas clair? Merci à vous. Alors, merci à la salle. Merci à notre cher professeur qui était... Pardon, s'il vous plaît, j'ai une question. Alors, on vous remercie pour cette présentation qui nous a vraiment touchés. Ça nous a vraiment réveillé l'esprit pour être plus large devant les enfants. Et il ne faut pas négliger n'importe quel symptôme et n'importe quel signe clinique. Alors, j'aimerais bien dire, vous avez dit les tumeurs, surtout de la surrénale, chez les jeunes enfants, devant des signes pubertaires. On sait très bien que nos enfants grandissent rapidement, surtout de cette génération. C'est à partir de quel âge il faut s'inquiéter devant l'apparition des signes pubertaires? Merci. Alors, comme j'ai dit, tout signe anormal qui n'est pas dans son temps, il faut s'inquiéter. Eh bien, à l'âge pubertaire, c'est bien connu, c'est chez la fille et chez le garçon, c'est à partir de 9-10 ans. Chez la fille, on peut avoir des signes pubertaires, 11-12 ans chez le garçon. Mais si j'ai une fille, 7 ans, 3 ans, et qui commence à avoir des signes pubertaires, il faut chercher, ou un garçon, les tumeurs surrénaliennes. Et là, cette année, on a eu 3 cas, dont 2. Et une, elle a été diagnostiquée en pédiatrie, elle était âgée de 3 ans, avec stade 3 de Tanner. Oui, 3 ans, avec les glandes mammaires, les signes pubertaires, et puis c'était en fait des tumeurs surrénaliennes. La fille, alhamdoulilah, c'est un cancer même rare, on a pris l'avis d'un expert, alhamdoulilah, elle est guérie. On a eu aussi 2 autres, et c'était juste suite à des signes pubertaires, ils ont consulté, et d'emblée, comme le médecin était sensibilisé par rapport à la première, c'était loi de série. C'était en 8 semaines, c'est-à-dire en 2 mois, on a eu les 3 cas. Donc, si vous avez un enfant avant l'âge pubertaire qui fait apparaître des signes pubertaires, c'est là où il faut penser. Mais bien sûr, c'est à partir de 10, 11 ans, 9 ans chez la fille même, c'est normal, c'est des signes pubertaires qui sont normaux. Merci à vous. Merci, chers confrères.